Le professeur Raoul nous parle du vaccin contre le Covid-19. Dans cette urgence extrême, les processus de validation de vaccination n'ont pas suivi les routes habituelles. C'est-à-dire que l'échantillon nécessaire pour évaluer la sécurité ou l'efficacité n'ont pas été obtenus. Incontestablement, il y a un point d'interrogation sur, pas à court terme ou pas sur 10 000 ou pas sur 100 000 personnes, mais à très long terme ou sur des millions de personnes, est-ce qu'il y aura des accidents qui sont imprévus? Personne ne peut répondre à cette question scientifiquement. Mais sur le court terme, quelques mois, et sur quelques dizaines ou centaines de milliers de personnes, on sait que ça n'est pas dangereux. Voilà, ça, on sait ça. Et donc ça expliquera qu'effectivement, si la question c'est de vacciner des gens qui sont très exposés et très à risque s'ils ont une maladie de faire une forme grave, c'est raisonnable de les vacciner. Voilà. C'est-à-dire que s'il existe des risques très distants, ils n'auront pas le temps de les voir, et que le bénéfice-risque, qui est vraiment la question de tout ce que nous, comme médecins, nous devons mesurer, c'est pesons qu'est-ce qu'est le bénéfice attendu par rapport au risque que nous prenons. Et là, dans le risque, il y a un risque à longue échéance que nous ne connaissons pas. Et donc, il faut mesurer, en fonction du risque que nous connaissons, le risque à courte échéance est négligeable. Et donc, s'il y a un bénéfice qui est envisageable d'une manière raisonnable, bien sûr, il faut en faire profiter les malades. Donc, il faut que ce soit clair, ça. Dedans, qu'est-ce que c'est qui pose question dans la stratégie de développement aussi rapide? Il y a plusieurs choses. La première, effectivement, on utilise de nouvelles technologies pour faire des vaccins, en particulier de l'ARN messager. C'est une nouvelle technologie sur laquelle on n'a pas un très grand recul sur qu'est-ce que ça fait à terme, ça. Mais en particulier, qu'est-ce que ça fait dans toutes les populations. C'est pas les populations qui sont vaccinées en priorité qui seraient les plus concernés. Ont été vaccinés des gens qui ont été immunodéprimés, ont été vaccinés des gens qui étaient âgés, sans qu'il y ait de problème évident. Mais est-ce que de vacciner des gens qui garderont cette vaccination pendant des décennies change quelque chose? Personne ne peut le dire. Donc c'est une question que personne ne peut, à laquelle personne ne peut répondre. Il en est de même pour les vaccinations basées sur des virus inactivés, sur les adénovirus, qui transportent de la même manière, de l'ADN cette fois, qui permettra d'exprimer la protéine et qui permettra d'avoir une couverture vaccinale contre cette protéine. La protéine qui est exprimée ou la protéine qui est utilisée, c'est la protéine qui s'appelle Spike, qui est la protéine qui permet d'entrer dans les cellules sur le récepteur. Voilà. Donc, est-ce que, donc, se pose ensuite, les autres modes vaccinaux, il y a à peu près 200 vaccins dans le monde qui sont en train d'être testés. Hein. Donc là, on a le premier flux, mais enfin, après, choisir entre les uns et les autres, ceux qui sont les plus efficaces, est-ce que c'est le vaccin russe, le vaccin chinois, est-ce que c'est le vaccin anglais? Voilà les questions qui sont un peu insolubles. On verra bien les résultats des uns et des autres. Mais donc il existe d'autres, je vous ai parlé de ces deux-là parce que c'est ceux qui sont disponibles maintenant. Les autres sont, on peut penser prendre des vaccins inactivés. Il y a des gens qui développent ça, c'est les vaccins qui ne sont pas tués mais qui sont les vaccins traditionnels tels que le faisait Pasteur, qu'on fait pour la grippe, c'est-à-dire on les atténue. Théoriquement ils ne sont pas agressifs mais on est un peu plus réticent sur ce type de vaccin. Depuis qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de ce vaccin qui étaient des révertants. Ce n'était pas prévu non plus. Hein. La poliomyélite, depuis 2 ans, il y a plus de cas de poliomyélite dus au vaccin que de poliomyélite naturelle quand même. Hein. Donc il faut faire attention. À terme, vous voyez que les objectifs à court terme et les objectifs à long terme sont souvent antagonistes. Donc il faut savoir remettre en cause les stratégies au fur et à mesure que la question se pose. On ne peut pas s'empêcher, je m'excuse, on est obligé d'être intelligent. Tout le monde ne se sent pas obligé de l'être, mais en réalité, on est obligé d'être intelligent parce qu'une indication à un moment qui ne posait pas de problème, quand il y a eu des épidémies terribles de poliomyélite, avoir un vaccin qui avait été fait à la va-vite
c'était raisonnable. Quand il reste plus de poliomyélite et qu'on réintroduit la poliomyélite dans des pays dans lesquels elle a disparu depuis 15 ans avec le vaccin, on n'est pas raisonnable. D'accord ? Donc, on ne peut pas prendre une décision définitive à un instant T et penser qu'on a raison et qu'on aura toujours raison. C'est pas comme ça la vie. Voilà. Et c'est très difficile d'expliquer aux gens qu'on devrait être intelligent, parce qu'il faut avoir le moyen de l'être. Hein. C'est un truc, c'est pas donné à tout le monde. Donc les vaccins vivants atténués, quand on peut les éviter, c'est mieux. Simplement, c'est pratique parce que on a besoin de quantités moindres. Parce que comme ils se multiplient, bien sûr, c'est plus simple. Ensuite, il y a les vaccins qui sont inactivés, qui sont tués en principe. Et là, il y a des gens qui préparent des vaccins inactivés, qui en principe sont sans danger et qui permettent probablement d'avoir plusieurs souches vaccinales, comme on fait sur des vaccins qui sont disponibles actuellement. Après, la question, une fois que ces vaccins sont en place, on teste deux choses. Je vous ai dit, est-ce qu'ils sont dangereux ? C'est la sécurité. Ils vont donner, il faut s'y attendre, hein. Il va y avoir deux choses avec les vaccins à très grande échelle. Premièrement, il y a des accidents immédiats, des petits problèmes. Ces petits problèmes n'étant pas nécessairement d'ailleurs directement liés au vaccin, parce que si je vous fais un vaccin avec rien, eh bien vous allez avoir des problèmes. Si je mets de sérum physiologique, de l'eau salée, eh bien, parmi vous, certains vont avoir une éruption qui va démanger, il y en a qui vont avoir de la fièvre, il y en a qui vont tousser, il y en a qui vont vomir, il y en a qui vont avoir mal aux muscles, il y en a qui vont être fatigués pendant une semaine. Ça s'appelle l'effet nocebo. C'est-à-dire que je vous ai agressé et ça a transformé ça dans votre cerveau en des symptômes qui évoquent une maladie. Donc tous les symptômes que l'on a après une vaccination ne sont pas liés à la vaccination, une partie est simplement liée à un effet nocebo. Donc il ne faudra pas s'étonner, après une vaccination, mais comme après une injection d'eau salée, d'avoir un certain nombre de symptômes, dont spontanément vous ne penseriez pas que c'est un effet nocebo, c'est-à-dire quand vous avez de la fièvre, vous êtes 38,5, vous vous dites pas. C'est pour ça que pour les vaccins, c'est très important d'avoir un placebo, dans le sens où ça vous explique que une partie des signes que vous allez avoir ne sont pas liés au vaccin, mais sont liés au fait qu'on vous agresse avec une piqûre. D'accord ? La deuxième chose qui se passe, c'est qu'il y a un tas de coïncidences qui se passent. Quand vous faites des millions de vaccins, et on a cette expérience qui a été très pénible, quand vous faites des millions de vaccins comme on a fait pour l'hépatite B, pour rattraper le retard que nous avions en France sur la vaccination contre l'hépatite B, eh bien, si vous faites 30 millions de vaccins dans l'année, dans les 30 mois qui vont suivre ces 30 millions, il va se passer une quantité de choses incroyables. Il va y avoir des accidents de la route, il va y avoir des scléroses en plaques, c'est une maladie très commune pour laquelle on n'a pas d'explication, et donc on va dire, écoutez, la seule explication que j'ai sur le plan temporel, c'est que j'allais très bien, on m'a fait une vaccination et maintenant j'ai une sclérose en plaques. Ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet, c'est-à-dire que c'est deux choses très fréquentes qui se sont rencontrées en même temps. Et ça, vous avez bien vu, ça a fait une histoire qu'il a fallu 20 ans pour démêler, pour dire, écoutez, il n'y a même pas de coïncidence. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas plus de sclérose en plaques chez les gens qui étaient vaccinés que chez les autres. Mais c'est très difficile parce que quand vous êtes un spécialiste ou quand vous êtes un juge et que vous avez 30 personnes qui défilent et qui disent, écoutez, j'allais très bien, je me suis vacciné il y a 2 semaines ou 3 semaines, et regardez maintenant l'état dans lequel je suis, humainement, c'est des statistiques qui font la différence. C'est pas chacun de nous individuellement. Chacun de nous individuellement a tendance à penser que c'est vrai. Donc il faut faire attention, bien sûr, en particulier quand on va commencer à vacciner des femmes jeunes, parce que c'est les femmes jeunes, je suis désolé, qui commencent à faire des scléroses en plaques. Et donc, il y aura un risque de se poser la question, à chaque fois qu'on fait les vaccins, vous savez que c'est revenu pour le papillomavirus, il n'y a pas plus de relation. Donc il y a là un risque de coïncidence, de choses qui se passent en même temps, alors qu'elles ne sont pas liées. Donc ça sera un vrai problème. Donc il faut le savoir. Maintenant, ça c'est les inconvénients qu'on est susceptible d'attendre.
les gens qui ont commencé, bien sûr, compte tenu de la vitesse de mise au point de ces vaccins, tout le monde redoute que dans l'échantillon qui a été testé, on n'ait pas des effets secondaires graves, des choses graves qui se passent, ou qui se passent avec un certain délai, et que l'on n'ait pas vu sur des échantillons de cette taille-là, ou sur des populations non testées. Donc, l'État a mis ici, mais aussi dans les autres endroits, une veille de pharmacovigilance qui devrait permettre de détecter tous les accidents vaccinaux et de diffuser si on voit des accidents vaccinaux. Donc je pense que la surveillance a été très très renforcée, en particulier du fait de notre histoire avec la sclérose en plaques. S'il y avait eu la même surveillance, il n'y aurait pas eu cette histoire avec l'arrêt de la vaccination sur l'hépatite B pendant 20 ans. Maintenant, il y a une surveillance très active. S'il se passe quelque chose, normalement, on devrait le savoir. Il va falloir le dépouiller, s'il y a des accidents qui sont rapportés, mais en principe, s'il y a des accidents, nous le saurons. Ici et dans les autres pays qui ont commencé à mettre ça en place. Et comme il y a des pays qui l'ont mis en place beaucoup plus rapidement que nous, on bénéficiera de leur expérience s'il y a un problème. Et donc, on aura le moyen de le savoir. La deuxième partie, c'est l'efficacité. L'efficacité des vaccins qui a été évaluée. Est-ce qu'elle est? Il y a des vaccins qui semblent plus efficaces, c'est-à-dire qu'il y a 5 à 10% des gens qui vont faire quand même des infections, bien qu'étant vaccinés, par rapport aux gens qui ne sont pas vaccinés. Le vaccin anglais, c'est un peu moins que ça, c'est une protection qui est de l'ordre de 70%, qui en fait quelque chose qui n'est pas supérieur à celui de la grippe. Vous voyez, il est probablement encore moins dans les populations qui sont les populations cibles, qui sont les populations âgées, qui ont des défenses immunitaires qui sont moins bonnes. Donc ça, c'est le vaccin, c'est chose publiée, ça, c'est pas moi qui invente ça. Donc, mais ça, c'est dans les essais. Dans la vraie vie, quelle est la proportion de gens qui feront des infections? J'en sais rien, personne n'en sait rien, mais il y en aura des infections. D'accord? Bien sûr, comme pour la grippe. Ça ne veut pas dire que le vaccin ne marche pas, ça veut dire que le vaccin n'est pas une baguette magique, c'est un outil de lutte contre cette épidémie qui devrait permettre de faire diminuer le nombre général des cas, et en particulier chez ceux qui sont les plus à risque d'avoir une forme grave, qui sont les sujets de plus de 65 ans. D'accord ? Et encore plus ceux de plus de 85 ans. Voilà. Donc ça, ça sera le temps qui nous le dira. Très bien, encore une fois, les Anglais ont commencé à toute berzingue, on va bien voir s'ils ont des cas secondaires, tout le monde le saura, s'ils ont des cas d'infection quand même. Après, qu'est-ce qui peut causer ces cas d'infection? Ce vaccin n'est pas du tout un vaccin aussi efficace que les vaccins primaires que l'on avait, comme la rougeole ou comme la rubéole. C'est un vaccin qui a une efficacité relative, même avec 2 injections. Avec une injection, une mauvaise protection. Avec 2 injections, il a une protection relative. C'est mieux que rien, c'est pas mal, mais c'est pas une baguette magique. Je redoute, si vous voulez, cette impression. La population est tellement émotive et tellement affolée que tout le monde espère qu'avec la baguette magique, il ne va plus rien se passer. Mais c'est pas comme ça. Donc, c'est un vaccin qui fonctionne à peu près comme celui de la grippe. Donc ça ne va pas donner des miracles. Ça va donner, très bien, ça fait diminuer les choses, tant mieux, c'est bien. Moi je pense que les épidémies, c'est comme la guerre. C'est tranchée par tranchée, c'est bataille par bataille, c'est pas une fois, ça se joue pas en une fois. Ça se joue sur le long terme, il faut s'occuper des malades. Il faut essayer de diminuer le nombre de cas infectés grâce à la vaccination. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut s'occuper des malades le plus tôt possible pour éviter que de malades, ils passent à très malades et de très malades, éventuellement, ils passent à mort. Voilà. Donc ça, c'est les éléments. Qu'est-ce qui peut changer cette situation? Pour l'instant, on ne sait pas, mais comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement pour les vaccins qui sont manufacturés, pas le virus utilisé lui-même. Essentiellement, on sait que la réaction des humains, qui fait partie de la réaction immunitaire, c'est une réponse immunitaire qui est basée sur une protéine qu'on appelle spike, et que cette protéine est la protéine qui permet de rentrer dans les cellules. Il y a une vraie question qui n'est pas résolue, qui est attendez, mais si on vaccine les gens, la population a des anticorps contre cette protéine, est-ce que ça va favoriser l'apparition de mutants qui auront des
des mutations dans cette zone et qui résisteront à la vaccination? 1. 2. Est-ce que déjà les mutants qui existent, qui ont des mutations dans cette zone, sont toujours aussi sensibles à ce vaccin, alors que le vaccin n'a pas été testé dans une population dans laquelle il y avait ces mutants? Et ça, on ne sait pas répondre à cette question. Mais on aura une réponse dans pas très longtemps, puisque en Angleterre, il y a maintenant, entre le moment où ils ont testé le vaccin et maintenant, ils ont 70% de leurs mutants qui a des mutations dans la spike. On va bien voir quel est le nombre d'infections. L'Angleterre va nous servir de champ expérimental, ce qui est très bien. Moi, je préfère que ce soit les Anglais qui pêchent plus profondément que nous, qui mesurent au fond de la mer. On va bien voir ce qu'ils font. On va bien voir ce que ça donne. Et est-ce qu'on voit apparaître, on va voir apparaître des infections avec ce virus mutant, ce qui voudrait dire que il faudra étendre les souches vaccinales ou les gènes codants pour cette protéine au fur et à mesure de nos connaissances, ce qui ne serait pas non plus une énorme surprise parce que c'est ce qu'on fait tous les ans pour la grippe, par exemple. Tous les 2 ans, pour la grippe, on fait une recomposition du vaccin contre la grippe en mettant du A, du B, on prend les dernières souches qui ont circulé et qui ont donné des épidémies, et puis voilà, on fait cette soupe pour essayer de protéger. Vous avez vu que d'une année sur l'autre, ça marche, des fois ça marche mieux, des fois ça marche moins bien, parce que des fois on n'a pas prévu quel était le mutant qui allait circuler, et des fois on est tombé sur le bon. Donc ça donne une différence d'efficacité, il faut se vacciner tous les ans. Donc ça c'est un point. Le dernier point, c'est qu'on ne sait pas du tout, mais fondamentalement on ne sait pas, et je ne vois pas comment on pourrait savoir d'ailleurs quelle est la durée de l'immunité. L'immunité naturelle, elle est déjà plutôt moyenne. Nous c'est ce qu'on voit, on voit des gens qui ont fait une première infection en février-mars, et puis qui en refont, on en a même qui ont fait il y a 3 mois, qui en refont un autre avec un autre variant. Voilà, maintenant, 3 mois. Jusqu'à présent, il y avait le trou du moment où il n'y a plus de cas du tout, donc la distance était importante, mais maintenant, on a des gens qui ont fait une infection avec un des variants en octobre, voilà, et qui en refont une maintenant. Donc, l'immunité entre les souches, elle est quand même pas merveilleuse. Donc, on verra ce que ça donne, mais personne ne peut le savoir. C'est une maladie qui a 1 an. Savoir si l'immunité dure plus d'1 an, c'est un fantasme, on ne peut pas le savoir. Donc on verra bien. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas tous les combien il faudra faire le vaccin. On ne sait pas encore. Donc il reste des inconnus. Donc le plan gouvernemental, donc je vous ai donné une opinion comme médecin. Si vous êtes à risque, il faut vous faire vacciner. C'est bien. Je vous ai donné mon point de vue scientifique. Maintenant, je vais vous donner mon point de vue fonctionnaire, qui est celui de vous dire ce que dit l'État. Et ce que j'applique, vous l'avez bien vu, on a ouvert, c'est Philippe Gautret qui dirige ça, le centre vaccinal ici, pour commencer à mettre en place les choses. On a vacciné 60 personnes hier, on compte arriver à une centaine par jour avec l'aide de la PHM, de manière à suivre les besoins, à aider à suivre les besoins de la population déterminés par les choix gouvernementaux. Donc il y a plusieurs phases qui ont été prévues par le ministère. Dans la première phase, c'est les résidents des EHPAD en pratique, de gens qui accueillent des sujets très âgés, parce que c'est eux qui risquent d'infecter les gens les plus âgés. Ensuite, c'est les personnels soignants de plus de 65 ans, qui sont la première priorité. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis les personnels soignants en général. Donc pour vous qui êtes à l'assistance publique, c'est la médecine du travail. Nous, on a commencé à ouvrir depuis hier pour les personnels soignants de plus de 65 ans qui ne sont pas à l'hôpital, qui ne sont pas dans un établissement qui a la médecine du travail. Donc qui viennent ici, ils s'inscrivent pareil sur Doctolib. Donc c'est la première phase. La deuxième phase, ça sera les gens de plus de 75 ans. Et on commencera par les gens qui ont plus de 75 ans et qui ont des comorbidités. D'accord ? Ensuite, les personnes de 65 à 74 ans, en priorisant les gens qui ont des comorbidités, et ensuite les professionnels de santé de plus de 50 ans, qui sont la deuxième phase. Voilà. La troisième phase, c'est les personnels à risque, quel que soit leur âge après 50 ans, et les professionnels de santé qui n'ont pas été vaccinés préalablement, c'est-à-dire plus jeunes. Et puis ensuite,
mais on sera déjà un peu plus loin, les personnels précaires, les SDF, les attraper, c'est un peu compliqué, surtout pour leur faire 2 vaccinations, une, pour les attraper une fois, les attraper 2 fois. Enfin, c'est notre expérience, ça fait 25 ans qu'on travaille avec les SDF. C'est pas sûr que ce soit facile de les attraper 2 fois et que ce soit juste à l'espace dont on pensait que c'était le mieux. Les personnes qui vivent dans des hébergements confinés, et puis enfin tous les autres qui ont plus de 18 ans et qui n'ont pas été ciblés antérieurement. Donc c'est un programme. Ce qui est bien avec ce programme et le fait que tous les pays du monde le font, c'est qu'au fur et à mesure, on saura à peu près ce qu'est la sécurité immédiate et ce qu'est l'efficacité. Beaucoup plus qu'avec ce qui a pu être fait par les laboratoires eux-mêmes, on le verra sur le terrain. Donc en clair, c'est un message. Vous avez remarqué, quand je ne suis pas d'accord, je le dis aussi. Donc je pense que c'est raisonnable comme plan d'attaque de la vaccination. On prend ceux qui sont à la fois exposés et qui risquent de faire une forme grave, en particulier les sujets âgés chez qui les manifestations à long terme sont moins à redouter. D'accord ? Et puis ensuite, petit à petit, eh bien, on décline. Et puis, le temps que ça arrive à la vaccination des plus jeunes, on aura une idée de ce qui se passe à court terme, encore une fois. À long terme, on ne saura pas. Mais à court terme, on saura, dans 3 mois, 4 mois, quelle est l'efficacité et le risque qu'il y a à se faire vacciner. Encore une fois, la durée de protection, on ne la connaîtra pas. Il n'y a pas de moyen de la savoir à l'avance. On n'en sait rien, on verra bien. Et les effets à long, voire à très long terme, on ne les connaîtra pas encore. On verra bien. Donc ça correspond à une étape de la maladie. Pour l'instant, c'est une stratégie qui devrait permettre de faire que les gens les plus exposés et les gens les plus fragiles, encore une fois, je vous rappelle, c'est un travail qu'on a fait avec Stéphanie Gentil. Pour l'instant, à Marseille, dans le CHU, les gens qui sont morts, de tous les gens qui sont morts, ils ont perdu une espérance de vie de 3 ans. D'accord ? Donc c'est seulement des gens qui étaient très âgés, qui avaient des polypathologies, et donc vous, là, des gens comme vous, il n'y a pas qui meurent. Donc se calme, il faut faire ça avec calme. Il ne faut pas se dire que si on n'a pas le vaccinement, on va tous mourir. Ce n'est pas le cas. D'accord ? Et quand on est infecté, il faut se faire prendre en charge parce que l'évolution vers les formes graves est souvent pas perçue par le malade. Et donc il faut qu'on puisse prendre en charge les gens pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, mesurer l'oxygène, regarder quels sont les paramètres qui éventuellement, et nous grâce d'ailleurs à beaucoup de bénévoles, on rattrape toutes les semaines, je ne sais pas, 2-3 embolies pulmonaires qui étaient renvoyées chez eux en disant vous risquez rien. Donc on risque rien à condition qu'on prenne les gens en charge. Si on ne prend pas les gens en charge, bien sûr, les choses sont plus compliquées. Merci, professeur Raoul, pour ces explications.